Bonsoir à tout le monde, bonsoir aux chers téléspectateurs, bonsoir aux auditeurs, bonsoir à tous ceux qui nous suivent de près ou de loin. Aujourd'hui, comme ça, je vous souhaite un bon dimanche particulier à tous ceux-là qui sont avec nous. Nous avons comme ça un rendez-vous hebdomadaire, un rendez-vous très intéressant, un rendez-vous très précieux, parce que aujourd'hui s'ouvre devant nous un moment crucial de l'histoire de notre mouvement, de l'histoire de ce combat que nous menons avec véhémence, avec beaucoup de dextérité et surtout avec beaucoup d'amour. C'est très important pour les uns et les autres. Je supplie comme ça chaque auditeur d'être très attentif parce que nous allons comme ça entrer dans la peau et la stature de l'éducation du pédagogue que nous sommes pour pouvoir étayer un certain nombre, éclairer tout autant pour moi un certain nombre de nos lanternes sur l'histoire de notre pays, sur l'origine des drapeaux, différents drapeaux que nous avons eus dans le pays. Nous allons définir dans un premier temps ce que c'est revisiter un peu l'histoire, revisiter l'histoire de notre nation tout entière. Nous allons courir tout au long pour voir les différents drapeaux qui succèdent et qui se sont succédés dans l'état et la construction de notre pays. Nous allons aussi en même temps voir la notion d'acte révolutionnaire. Qu'est-ce qu'un acte révolutionnaire? Quand dit-on qu'un acte est révolutionnaire? Nous allons définir comme ça les jalons des différents actes au cours de notre exposé pour que nous sachions et que nous comprenions en nous-mêmes. Nous allons également vous donner les rudiments, les bases solides nécessaires pour comprendre ce que c'est qu'un acte révolutionnaire, à partir de quel moment est-ce que nous pouvons dire qu'un acte est révolutionnaire, quelles sont les conditions qui déterminent un acte révolutionnaire, pourquoi est-ce qu'un acte X peut être jugé révolutionnaire, un acte Y peut être dit non révolutionnaire. Qu'est-ce qui se passe réellement? Il ne faudrait pas qu'on confonde le courage, la dextérité ou bien l'outrage à certains faits. Ce n'est pas parce qu'on est dans la contestation qu'on est forcément dans la révolution. Il y a beaucoup de choses qu'il faut comprendre au sortir de ces directs comme ça. Et ensuite, nous allons revisiter, autant pour moi, l'histoire et nous allons conclure également sur la trajectoire que nous avons de ce combat que nous menons aujourd'hui. Quelle est la trajectoire, quelle est la ligne directrice qui fonde, qui décide, qui érige le combat que nous sommes en train de mener aujourd'hui? C'est très important. Avant toute chose, avant de lancer les hostilités, j'aimerais partager un morceau, un son avec vous qui illustre autant pour moi un tant soit peu le rôle de la France dans la construction de l'État du Cameroun. Ce que la France fait, ce qu'elle est réellement. C'est très important. Écoutez avec moi cet extrait. Suivez très bien cet extrait parce qu'il va nous permettre comme ça d'entrer dans ce que nous faisons. Ne peut être élu indéfiniment. Oui, un jour ou l'autre, le peuple voudra son changement. Oui, ce sera la guerre civile parce que nous acheminons au Cameroun vers une guerre civile inéluctable. Un président élu 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois. C'est ça qu'on appelle la dictature. Donc nous allons comme ça dans la première partie de ce direct voir exactement quel était le combat des pères fondateurs. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a une duperie de la France qui s'est octroyée, qui s'est permise de tromper les Camerounais sur beaucoup de niveaux. Et nous allons voir pourquoi est-ce que le drapeau à 2 étoiles, qui est tant vanté, défendu par certains activistes, est une fausseté également, est une fausseté de la colonisation. On ne peut pas aujourd'hui se permettre de passer outre, quel que soit le nombre d'étoiles que nous mettons sur ce drapeau. Ce n'est pas ça le symbole de la liberté, ce n'est pas ça le symbole de la libération du Cameroun. Au sortir des arguments, au sortir de la pédagogie que nous allons voir dans ce direct, nous serons en même de comprendre qu'il y a quelque chose de fondamental qui va au-delà. Il faut intégrer la lutte des pères fondateurs. C'est ça qui constitue le mythe même de la libération du Cameroun. C'est de ça qu'il est question. Si on comprend ça, c'est super intéressant. On ne va pas se heurter à ce genre d'incident où on est amené, où on est obligé
obligé de croire qu'on est en train de faire quelque chose ou bien quelque chose d'autre de bien ou de forcément pas bien pour la nation, pour la libération de notre pays. Ça va bien au-delà, bien au-delà. Et nous allons comprendre ensemble que la France, depuis les indépendances, depuis le processus des indépendances, a inscrit le Cameroun dans une duperie, dans une fourberie qui a consisté uniquement à nous tromper et à tromper la nation camerounaise. Dans la première partie de ce direct comme ça, vous allez nous donner le temps de comprendre et d'analyser que nous sommes capables et même de comprendre que le retour de la guerre d'indépendance et les origines du drapeau camerounais. Il faut remarquer que le drapeau camerounais a eu plusieurs structures comme ça. J'aurais bien aimé illustrer avec vous les différentes phases du drapeau camerounais. Déjà même avant, le Cameroun allemand avait son drapeau. Il y avait un éléphant dessus comme ça. C'était un noir, blanc, rouge, un truc avec un truc comme une forme de cœur avec un éléphant au milieu. Ça, c'était le drapeau Cameroun allemand, le drapeau du Cameroun allemand. Ça, c'est clair, parce que d'abord, nous avons été colonisés par l'Allemagne. Ensuite, il y a eu le drapeau du Cameroun français. Donc, le drapeau du Cameroun allemand, c'est de 1884, c'est-à-dire jusqu'à 1916. Et le drapeau du Cameroun français, c'est de 1916 jusqu'à 1960. Il faut le rappeler, nous étions bleu, blanc, rouge. On avait le même drapeau que la France. Donc, c'était le drapeau institutionnalisé au Cameroun qui était le bleu, blanc, rouge. Ça, peut-être beaucoup ne le savent pas, mais il faut le savoir aujourd'hui. C'est très intéressant et c'est ça qui fait l'histoire de notre pays. Ensuite, on a eu entre 61 et 62 un type de drapeau. On a eu également il faut le rappeler comme ça, les drapeaux ont connu beaucoup de mouvances parce qu'entre 1916 et 1960, effectivement, c'était le bleu, blanc, rouge. C'était le bleu, blanc, rouge, alors que le drapeau du Cameroun allemand était de 1885 à 1916. Ça, c'est très important à noter. Oui, ensuite, il y a eu un drapeau, bien sûr, qui comportait ce que vous savez tous de 57. Non, il y a eu le drapeau d'abord de 1916 à 1961. De 1916 à 1961, on a eu un drapeau dans le Cameroun anglophone. De 16 à 61, le Cameroun anglophone avait son drapeau à lui. Son drapeau était un système bleu avec le truc comme la couronne d'Angleterre, mais avec un petit cercle au milieu, écrit sur ça, Cameroun, un truc comme ça, un petit cercle de bleu, de blanc, un petit cercle blanc au milieu, tout au milieu. Mais c'était comme le drapeau de la Grande-Bretagne aujourd'hui. Et pendant ce temps, dans le Cameroun anglophone, c'est-à-dire de 1916 à 1961, pendant que les anglophones avaient ce drapeau, nous, au Cameroun francophone, on avait de 1916 à 1960. Retenez bien les dates. Parce qu'il y a un drapeau qui va chez les anglophones de 1916 à 1961. Alors que chez les francophones, le drapeau français va de 1916 à 1960. Donc il y a quelque chose qui se passe entre 60 et 61, qui n'est pas la même chose dans le Cameroun anglophone que le Cameroun francophone. C'est là où l'histoire commence à se déchirer et c'est là où les choses commencent à se passer. Et la fourberie de la France, nous allons la voir ensemble. Ensuite, il y a eu de 61 à 72, il y a eu ce drapeau avec 2 étoiles. Donc de 61 à 72, il y a eu le drapeau avec 2 étoiles, qui consistait justement c'est à partir de 72, c'est après 72 qu'on passe au drapeau maintenant avec 1 étoile. C'est-à-dire qu'on entre maintenant dans la véritable histoire du Cameroun moderne et nouveau que nous avons aujourd'hui. Mais il faut rappeler, il faut le souligner quand même que entre 57 et 1960 également au Cameroun, il y avait un drapeau et 60 et 61 également. Il y avait un drapeau qui n'avait même pas d'étoile. Il y avait un drapeau sain, vert ou jaune, il n'y avait pas d'étoile. Donc on va revoir, on va revisiter ces différents moments de l'histoire pour comprendre au mieux ce qui se passe. Il faut comprendre quelque chose quand même de fondamental que nous voulons que vous compreniez ce soir, c'est que le retour de la guerre d'indépendance, dans la première partie, il est question de visiter et de revisiter pour nous le retour sur la guerre d'indépendance et les origines du drapeau camerounais. Il faut comprendre dans le petit A que le combat de Ruben Oumniobé et les pères fondateurs de l'UPC, c'est très important de savoir qu'après la Première Guerre mondiale, le Cameroun allemand passe sous protectorat français. Ça, c'est très important. Et anglais. La partie anglaise s'écrira, c'est-à-dire un Cameroun avec O2O, c'est-à-dire 2 O, et la partie française, ce sera un Cameroun avec OU, comme vous le savez tous. Cependant, les militants nationalistes continueront à écrire Cameroun avec K. Et c'est pour ça que je peux comprendre, si nous essayons de regarder un peu le parcours et le cheminement des activistes, il m'a toujours plu d'écrire Cameroun avec K. Je l'ai toujours fait. Lorsque vous regardez mes posts, depuis même l'entrée dans ce combat, parce que j'ai vu mon père écrire Cameroun toujours avec K.
Et je lui ai demandé, mais pourquoi? Il me dit que non, c'est le nom véritable, que les nationalistes même ont toujours gardé cette orthographe. Pourquoi les nationalistes avaient gardé l'orthographe du Cameroun avec K, c'est-à-dire pour se référer à la période allemande? Parce qu'à la période allemande, justement, le Cameroun était un territoire uni. Il n'y avait pas de division. Les divisions viennent à partir du moment où on est placé sous tutelle, sous protectorat français et anglais. C'est là où naît la division au niveau du Cameroun. Donc chacune de ces écritures, en français comme en anglais, faisait accepter l'idée d'un Cameroun divisé en deux. Ainsi, pour nos ancêtres indépendantistes, il fallait continuer à écrire Cameroun avec K, ce que j'étais en train de vous expliquer tout à l'heure, pour revendiquer le Cameroun tel qu'il était avant le découpage par les Français et les Anglais. Donc le combat de Oumniobe et les pères fondateurs étaient donc l'unification d'abord des deux Cameroun, puis l'indépendance. C'est de ça qu'il est question et on devrait accepter et comprendre ça. Pour les pères fondateurs, il fallait d'abord unir le Cameroun et ensuite procéder à l'indépendance. Ils ne voyaient pas ça autrement. Donc, et c'est là où le jeu néfaste de la France intervient. La France, comprenant qu'un Cameroun uni va poser la problématique, va poser un problème sérieux, alors qu'est-ce qu'elle décide de faire? Elle décide de saper la lutte des nationalistes. Ceci en proclamant l'indépendance de la partie francophone sans toutefois procéder à l'unification des deux Camerouns. Voilà le premier rôle dangereux de la France. La France, comprenant que les nationalistes, les Urbain Oumniobe, voulaient l'unification du Cameroun avant l'indépendance, c'est très important ce que nous sommes en train de dire parce que c'est ça qui va nous permettre tout autant pour moi de comprendre que les histoires des drapeaux en fait émanent de ça, de ce que nous sommes en train de dire. Parce que si on ne comprend pas ça, on va prendre un drapeau, on va croire que le drapeau à 5 étoiles, 10 étoiles, 2 étoiles est la solution du problème du Cameroun. La solution du problème du Cameroun ne réside pas dans les drapeaux, dans le nombre d'étoiles que comptera le drapeau. On peut pas prendre un drapeau, se filmer et croire que non, ça c'est de l'utopie. L'histoire véritable du Cameroun ne réside pas dans ce sens-là. Il faudrait que nous soyons capables de comprendre exactement le processus. Et c'est ça qui est difficile pour nous. Parce que nous voulons juste la finalité des choses. Mais nous ne voulons pas accepter de nous imprégner de la réalité. Il faut comprendre le processus, le rôle joué par la France depuis toujours. Pourquoi est-ce qu'il y a eu... la France a concédé ses indépendances? Qu'est-ce qui se passe réellement? Comprenez que la France va décider de saper la lutte des nationalistes, ceci en proclamant l'indépendance de la partie francophone sans toutefois procéder à l'unification des deux Camerouns. C'est de ça qu'il est question. Et voilà ce qui se passe. À travers une guerre féroce contre les nationalistes et l'exil pour la plupart des cadres de l'UPC. La plupart des cadres de l'UPC se retrouvent obligés de prendre l'exil. Cependant, du côté anglophone, dans la partie britannique du Cameroun, naîtra aussi un nationalisme poussé par une figure emblématique, c'est Ndetou Maza. Ndetou Maza était de Bamenda, il faut le rappeler que c'était un gars Bamenda originaire de Mankon, qui avait compris le combat des nationalistes. En fait, c'est ça le problème. Donc, du côté francophone, du côté anglophone, il y a un certain Ndetou Maza qui comprend le combat des francophones et qui décide de se joindre à eux et d'avancer avec eux dans les luttes pour l'indépendance. Afin de rejoindre les anglophones au combat mené par ses frères francophones, il décide de créer en 1957 dans la partie anglophone un mouvement qu'il a appelé One Cameroun. One avait ici trait à l'union. Donc un seul Cameroun. Comprenons tous ensemble que depuis les luttes des indépendances, on est en train de crier vers un Cameroun. Les nationalistes, les pères fondateurs même de la nation camerounaise avaient compris qu'il fallait rentrer à l'identité qu'on avait sous l'Allemagne, c'est-à-dire un seul Cameroun. Ndetou Maza l'avait compris, c'est là où il crée One Cameroun, mais il sera combattu par les zoulagistes, par les ojulatistes, autant pour moi, c'est-à-dire certains anglophones montés et arrangés bien sûr par la France, comme toujours elle sait bien le faire, c'est-à-dire ils seront représentés par John Goufoncha et Tandem Mouna, c'est là qui iront par la suite s'associer à Amadou Ahidjo pour créer le Cameroun fédéral à 2 États. Donc nous comprenons ici que déjà le Cameroun fédéral à 2 États est une duperie de la France. Donc il faut bien le comprendre. Quand on parle du Cameroun fédéral à 2 États, donc le Cameroun qui représente les 2 drapeaux est une filouterie de la France. Ce n'est pas le Cameroun libre, ce n'est pas le Cameroun que les pères fondateurs voulaient. Donc revenir, prendre le drapeau à 2 étoiles et dire, croire que le drapeau à 2 étoiles est celui-là même qui est le mythe fondateur de la libération du Cameroun, c'est ne pas connaître l'histoire, c'est faire preuve d'une ignorance démoniaquement acquise, c'est faire preuve de ce que nous allons appeler un syndrome vraiment d'ignorance démoniaquement acquise, que j'avais baptisé ici le sida intellectuel.
Donc, lorsqu'on est atteint d'un sida intellectuel, on ne peut pas comprendre ces choses ou on refuse de les comprendre. Appelons ici sida intellectuel syndrome d'ignorance démoniquement acquise. Donc, c'est de ça qu'il est question ici. Il faudrait qu'on comprenne que le drapeau à 2 étoiles n'est en rien emblématique de la libération du Cameroun. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Parce que lorsque vous comprenez l'histoire, la trajectoire de l'histoire du Cameroun, nous comprenons tous que le drapeau à 2 étoiles est une filouterie de la France. Nous sommes en train de le voir ici. Parce que c'est la France qui instruit certains nationalistes du côté anglophone, qui les achètent même, parce que le vrai nationalisme même dans le côté anglophone, qui ont mené le combat pour la libération du Cameroun, c'était le mouvement de Ndetu Maza avec One Cameroun, qui par amour se sont joints à leurs frères. Vous devez comprendre donc que Ndetu Maza devra s'exiler au Ghana, puis en Guinée, en Algérie finalement et en Angleterre, où continue de lutter pour le Cameroun jusqu'à sa mort en 2010. C'est de ça qu'il est question. Et ça fait très mal. Lorsqu'on reprend maintenant dans la 3e partie de notre intervention ici, les différents drapeaux coloniaux du Cameroun néocolonial. Lorsqu'on veut s'aventurer un peu sur les différents drapeaux du Cameroun néocolonial, on comprend qu'après la mort de Oumniobé le 13 septembre 1958 et la proclamation de l'indépendance du Cameroun francophone par la France le 1er janvier 1960, Paris décide d'accélérer sa filouterie ainsi qu'une république fédérale du Cameroun naîtra le 1er octobre 1961. Donc vous voyez que Paris s'engage donc d'accélérer la filouterie. Pourquoi? Parce qu'elle a compris que dans la lutte contre les nationalistes, Ndetu Maza étant exilé, il faut maintenant... Rouben Oumniobé mort, est mort le 13 septembre 1958. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle décide d'accélérer sa filouterie. Paris donc va décider d'accélérer ce processus de fédéral et c'est là où elle va faire naître le 1er octobre 1961. Après, bien sûr, il faut le noter, après la mort de Félix Roland Moumié qui meurt le 3 novembre 1960. Félix Roland Moumié meurt le 3 novembre 1960. Le drapeau de cet État fédéral créé de toutes pièces par la France. Il faut comprendre que le drapeau de cet État fédéral est créé de toutes pièces par la France pendant qu'elle continue sa guerre en pays Bassa et dans le Mungo, en pays Bamileke. Donc elle crée un drapeau de la République fédérale alors qu'elle est pleinement et totalement en guerre dans le pays Bassa et dans les pays Bamileke. Ce qu'ils appellent, elle est en lutte contre les nationalistes qu'elle a baptisé les maquisards. Pendant qu'elle est en train de les tuer, elle fait un semblant de drapeau de fédéral pour dire non, nous sommes fédérés. Donc c'est là où elle amène le principe de vert rouge jaune avec 2 étoiles sur la bande verte. Oh, comme nous l'avons vu. La France croyait avoir contourné le problème posé par Rouben Oumniobé qui avait été assassiné 3 ans plus tôt et qui avait prévenu sur la nécessité d'unir le Cameroun avant d'aller vers les indépendances. Oumniobé, toute sa lutte, tout son combat, Rouben Oumniobé avait demandé, exigé que le Cameroun soit uni avant d'aller à l'indépendance. La France, connaissant ce que ça voulait dire, s'est entendue avec l'Angleterre pour passer outre cela. Et il faut connaître que dans le Mungo et en pays Bamileke, Ernest Ouandi continuait à lutter contre la guerre d'usurpation dans la souveraineté et sera finalement arrêté et tué le 15 janvier 1971 par Ahidjo. C'est donc après la mort de Ouandjé en 1971, comprenez bien l'histoire, c'est après la mort de Ernest Ouandjé en 1971 qu'Ahidjo a désormais les pleins pouvoirs pour organiser sa mascarade de référendum. Ce référendum qu'il organise le 20 mai 1975. Puis le 4 février 1984, la République unie du Cameroun devient République du Cameroun après la révision constitutionnelle par le roi feignant Biya Bimvondo. Donc la conclusion de la première partie ici que nous devons retenir, c'est que les nationalistes n'ont jamais lutté pour le drapeau fédéré à 2 étoiles. Retenons, très intéressant, les nationalistes camerounais n'ont jamais lutté pour le drapeau fédéré à 2 étoiles, qui n'était à leurs yeux qu'une mascarade d'appropriation de la souveraineté camerounaise, mais plutôt pour l'unification d'abord et ensuite pour la liberté réelle du Cameroun. Voilà, c'était le combat des nationalistes. Les nationalistes avaient un seul objectif: unir le Cameroun d'abord et aller à l'indépendance réelle. Parce que ce n'est que par l'union du Cameroun qui pouvait accéder à une réelle indépendance. Et c'est ça qui va nous permettre de comprendre que il est important ici pour nous de savoir que la réalité même dans le processus et la lutte du Cameroun, c'est quoi? C'est qu'on est indigné parce que comment est-il possible qu'en 61, John Goufoncha, parce que ça, la question que je veux qu'on se pose ici est la suivante. Comment est-il possible qu'en 61, John Goufoncha organise un référendum dans la partie anglophone, qui était pourtant très démocratique, hein? Il faut le rappeler que
les anglophones avaient un système de gouvernement qui était, qui était très direct. Très direct, pourquoi? Très direct parce que les gens allaient et avançaient uniquement. Le peuple avait la souveraineté de se diriger lui-même, de s'auto-diriger. Le peuple s'auto-dirigeait, contrairement à la partie anglophone, francophone qui était sous une dictature. La partie francophone était réellement sous une dictature. Amadou Ahidjo ici vient, il faut noter qu'ici, Amadou Ahidjo vient de tuer en 58 Moumié, et en 60, avec l'aide de la France, il a tué Wangé, et les Bamileke sont en train de lutter pour la vraie souveraineté de la partie francophone et du Cameroun, de la partie francophone du Cameroun et du Cameroun tout entier. Comment fait-on pour organiser un référendum dont une pratique démocratique en zone anglophone avancée vient rejoindre une dictature? Regardez la première filouterie, regardez la fourberie même de la France. Mais les anglophones l'ont fait avec un bon cœur. Les anglophones croyaient venir s'allier à leurs frères francophones. Donc voilà là où la première partie de l'histoire est tronquée. Voilà là où l'histoire prend un coup dur au départ. Dans la fausseté de la France. La France préfère s'entendre avec l'Angleterre. Organiser un semblant de référendum. Je dis bien organiser un semblant de référendum dans la partie anglophone du Cameroun. Où les anglophones, entre guillemets, qui étaient tous libres, qui jouissaient de leur autonomie. Ils n'étaient pas sous la dictature. Ils décident de venir rejoindre le Cameroun francophone, qui est pourtant sous la dictature, sous le règne d'un parti unique, où il y a l'UNC, un seul parti unique. Ils reviennent rejoindre la dictature. Comment est-ce que cela est possible? Comment est-ce que nous pouvons entrevoir cela? Donc Djongo Foncha voyait les crimes commis par Amadou Ahidjo et les massacres de la France en pays Bamileke à cette époque. Vous croyez que Djongo Foncha ne voyait pas ça? Donc il y avait un problème qu'on peut se poser là-dessus. On peut s'interroger déjà à ce niveau-là. Il connaissait très bien le combat mené par ses frères anglophones d'Etoumaza. Le 1er octobre 1961, lors de la réunification des deux Camerouns et l'avènement du Cameroun fédéral, puis du drapeau à 2 étoiles. En 62, Ahidjo et la France sont encore en train de faire la guerre à Wangé et au Bamileke jusqu'en 71, puisque Wangé est assassiné en 71. C'est donc finalement le Cameroun fédéral qui fera la guerre au Bamileke et au Bassa. Donc regardez que la France est dangereuse. La France préfère amener un Cameroun fédéral. Le Cameroun avait les 2 drapeaux. C'est ce Cameroun-là qui est donc en train de faire la guerre au maquisards. Ce qu'ils appellent maquisards, c'est-à-dire nos frères Bamileke et Bassa, qui sont en fait les vraies luttes des nationalistes camerounais. Donc, et ce combat va durer 10 ans, parce que Enes Wandji et moi, vous comprenez donc que pendant 11 ans, c'est-à-dire de 61 à 71, soit 10 ans, le drapeau camerounais actuel ne saurait être animé d'un drapeau fédéral, puisque c'est le drapeau de la trahison. Donc le drapeau fédéral que les gens peuvent essayer de brandir en croyant dans leur tête ou dans leur fond intérieur que c'est le drapeau de la libération du Cameroun, est le drapeau de la pure trahison. C'est ce drapeau-là même qui trahit le Cameroun depuis son naissance. Donc le référendum démocratique, comment pouvons-nous imaginer qu'un référendum démocratique, pour venir entrer dans une partie francophone où le multipartisme est strictement interdit, va dissoudre le parti unique, ou Ahidjo a dissolu le parti unique et l'UNC qui est l'ancêtre du RDPC, c'est de la sorcellerie, tout simplement. Comment s'imaginer cela? Nous voyons qu'en mai 72, une fourberie de référendum est ensuite organisée pour faire passer le Cameroun fédéral à la République unie du Cameroun d'Ernest Wangé en 71. C'est donc impossible que l'on déchire le drapeau actuel pour s'emparer du drapeau fédéral à 2 étoiles. Parce que c'est le drapeau-là qui symbolise le drame même. C'est ce drapeau à 2 étoiles qui symbolise le drame du drapeau fédéral, qui symbolise le drame des Français et de Amadou Ahidjo. C'est ce drapeau-là même qui symbolise la trahison. C'est ce drapeau-là même qui symbolise le mépris de la France et des francophones et des anglophones. Donc ce drapeau est le symbole même de la fondation de notre pays. Nous ne pouvons pas accepter qu'on s'amuse avec le combat mené par les ambazoniens aujourd'hui et celui mené par les pères fondateurs. Parce que le combat que les ambazoniens mènent aujourd'hui est un combat qui s'inscrit en étroite ligne avec le combat des pères fondateurs. C'est de ça qu'il est question. On ne peut pas aujourd'hui croire que le drapeau à 2 étoiles est le drapeau qui libère le Cameroun. C'est ne pas comprendre l'histoire. C'est refuser d'admettre les faits historiques. Nous le disons de manière claire et limpide. Ceux qui le pensent sont simplement atteints de ce que nous baptisons ici un sida intellectuel. C'est-à-dire un syndrome d'ignorance démoniquement acquise. C'est tout.
C'est de ça qu'il est question. Il y a un syndrome d'ignorance parce que si on ne veut pas accepter les faits ou bien comprendre comment va et comment fonctionne l'histoire de notre pays, nous ne pouvons pas comprendre cela. En fait, c'est ça même la vérité dans la justification et dans le principe. Le drapeau fédéral tel que consenti par 2 étoiles et amené par la France est une duperie même de la France, est une duperie même de notre lutte. On ne peut pas s'appuyer sur ce drapeau aujourd'hui pour prétendre à une quelconque vérité d'indépendance ou bien de souveraineté de notre nation. Non. Et nous allons continuer comme ça notre intervention dans la partie 2 en définissant ce que c'est qu'un acte révolutionnaire. À partir de quel moment est-ce qu'on dit qu'un acte est révolutionnaire? C'est très important. Qu'est-ce qu'un acte révolutionnaire? Pourquoi est-ce qu'un acte peut être dit révolutionnaire? Pourquoi est-ce qu'un acte A peut être dit révolutionnaire et un acte B peut être dit non révolutionnaire? C'est de ça qu'il est question. C'est ça que nous allons expliquer pour qu'au sortir et au demeurant de là, nous essayons nous-mêmes à la lumière des actes posés par certains activistes, comprendre quels peuvent être les motifs qui ont érigé ou poussé de telles personnes à s'enfoncer dans de tels abîmes pour essayer de comprendre ou de justifier un certain nombre de choses. Nous ne voulons pas revenir sur l'histoire des faits ou bien sur la genèse de certaines choses, mais nous voulons juste, de manière pédagogique, vous amener vous-même à décider par vous-même et à comprendre. Parce que le plus dur, c'est que parfois on préfère rester dans son ignorance. Mais lorsqu'on accède à la connaissance, on comprend mieux ce qui se passe là dans le pays des Lumières. C'est très important. Si vous avez vécu toute votre vie dans l'obscurité, vous n'avez aucune notion de la lumière, on ne peut pas vous en vouloir. C'est ce qu'on appelle en philosophie le mythe de la caverne. Le mythe de la caverne consiste en ce que celui qui a acquis la lumière vient tirer ses frères qui étaient restés longtemps dans le noir pour les amener à la lumière. Et la lumière est telle qu'elle nous ouvre les yeux et nous permet de voir ce qu'il y a autour de nous, à côté de nous, et de comprendre les événements de la vie. Donc nous voulons comme ça, en passant, saluer tous nos frères prisonniers anglophones, ceux qui croupissent dans les geôles de Konengi, de cet état qu'ils ne reconnaissent pas, qui les a enlevés, les a déportés et les a mis en prison, dans leur pays, avec leurs lois, sans jugement de chez eux-mêmes. Donc nous voulons comme ça vous donner un big up. Big up à tous les ambazoniens, à tous nos frères anglophones qui sont actuellement dans les geôles de la prison centrale de Konengi ou de la prison principale de Konengi. Nous vous disons un big up et nous sommes avec vous. Nous comprenons votre lutte. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons compris la nécessité, franchement. Ce n'est pas à nous, nous le disons encore, de décider de l'avenir de ces anglophones. Eux-mêmes comprendront par référendum, décideront qu'est-ce qu'ils veulent pour eux et pour eux-mêmes. C'est de ça qu'il est question. Donc là, nous allons... Qu'est-ce qu'un acte révolutionnaire? Pourquoi est-ce qu'un acte peut être jugé révolutionnaire? Nous allons comprendre à partir de là que là, dans l'histoire de la trajectoire, ici, il s'agit pour nous à cette partie de démontrer que tout acte révolutionnaire doit répondre et obéir à 2 principes fondamentaux. Tout acte révolutionnaire doit s'inscrire sur la notion spatio-temporelle. C'est très important. Pour qu'un acte soit dit révolutionnaire, il faut que la notion spatio-temporelle soit concordante. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle intègre cette donnée-là. Et que, enfin, elle obéisse, parce que ce sont ces 2 données en conjonction qui vont faire qu'elle obéisse à la trajectoire du combat que nous menons. C'est très important. Donc, ces 2, si nous avons le vecteur temps, espace et temps, il est important que cet acte soit en phase avec l'idée et la théorie de l'évolution même du combat. Je vais prendre un exemple. Je vais prendre un exemple simple pour illustrer le propos que nous sommes en train de montrer, d'expliquer. Regardez ce qui s'est passé au lendemain du 26 janvier, par exemple. Au lendemain du 26 janvier, nous, activistes, nous avons décidé de prendre les ambassades. Nous avons décidé de prendre les ambassades, pourquoi? Parce que dans l'espace et le temps, les conditions étaient réunies parce que le mobile était là. Nous avons assisté à cette fusillade de Célestin Djamène, cet illustre combattant. Nous avons assisté à la fusillade de Bertrand Doki et tous les autres que nous ne pouvons pas citer ici. Nous avons vu que dans l'espace et dans le temps, la conjoncture était prête et nous amenait à pouvoir riposter. C'est pour ça que la prise des ambassades apparaît
comme un acte révolutionnaire. Pourquoi? Parce que justifiable dans le vecteur spatial temporel et obéissant à la trajectoire du combat au moment où nous sommes en train de poser de tels actes. Si on avait pris les ambassades, écoutez-moi bien, si on avait pris les ambassades 10 jours avant, ou bien si on avait pris les ambassades au lendemain du discours du président élu, le 2 janvier, par exemple, ça aurait été contre-productif. Contre-productif, pourquoi? Ça aurait été contre-productif, pourquoi? Parce qu'il ne se serait pas inscrit dans le vecteur spatio-temporel. Il n'aurait pas respecté cette... Et en plus même, le fait que le vecteur spatio-temporel ne soit pas cohérent, ne nous intègre pas, ne nous permet pas de le dire, il ne serait pas inscrit dans la trajectoire du combat parce que le président élu a filé une autre trajectoire dès le 1er janvier. Dans son discours, il a donné une trajectoire et une dynamique à ce combat. Donc il y a des actes que nous pouvons poser, que nous sommes amenés à poser, mais nous devons toujours les recadrer. Je vais prendre un autre exemple. Lorsqu'aux États-Unis, nous allons piétiner le drapeau français, nous sommes au lendemain d'un moment où la France va déposer un avis de guerre dans le port de Kribi pour montrer par là son soutien plein et en plein temps au régime dictatorial de Yaoundé. Donc, piétiner le drapeau français à ce moment-là respecte le vecteur spatial temporel qui nous définit dans la trajectoire du combat, c'est-à-dire la lutte contre l'impérialisme français, parce que c'est elle en fait qui est en train de pourrir et de tuer le Cameroun tout entier. C'est de ça qu'il est question. Donc il y a des actes, ce n'est pas parce qu'on a posé un acte, un combattant, un camarade a posé un acte X, que l'autre va poser un acte Y et que ça va répondre au même principe. Nous sommes entrés dans les ambassades. Nous sommes entrés dans les ambassades. Pourquoi nous n'avons pas déchiré ou bien brûlé les drapeaux camerounais? Il y avait plein de drapeaux camerounais dans les ambassades. Si vous regardez bien la photo historique qui se promène partout dans le monde entier, où le général Etchenou est assis sur le bureau de l'ambassadeur à Berlin, j'ai bien les drapeaux camerounais sur moi. J'ai le drapeau camerounais et le drapeau allemand. Les deux drapeaux, je les ai attachés sur mon tour de rein. Je les ai ceinturés pour dire, bien qu'étant en Allemagne, nous respectons le drapeau allemand, les lois allemandes, et le drapeau camerounais, nous le vénérons également. Parce que c'est ce drapeau-là qui est notre essence. Vous savez, lorsque vous n'avez pas encore compris la notion sacrificielle des pères fondateurs, lorsque vous ne pouvez pas comprendre ce que représente véritablement le vert jaune, vous pouvez être amené par désarroi ou bien par amertume à poser certains actes. Mais ne nous disons pas, ne nous disons jamais qu'on peut croire qu'on peut aller au-delà de ce. J'ai vu le combattant Célestin Jamen, ce brave combattant sur qui l'armée de Biya a donné des balles. Vous savez, lorsqu'il donne son avis, c'est l'avis de la coalition. Il faudrait qu'on fasse attention. On risque de se plonger dans un abîme où on se perd totalement. Je dis bien où on se perd totalement. On risque de se plonger dans un suivisme, comme le camarade Bertie Le Camus appelle ça, le suivisme moutonnier. On est dans un suivisme où on n'est même plus capable d'émettre une idée critique, où on n'est plus capable de se remettre en question, où on n'est plus capable de s'interroger sur la véracité de notre lutte, sur l'intégrité même de ce que nous sommes comme êtres humains. Il ne faudrait pas que l'amour du suivisme nous pousse dans des extrémismes inutiles. Et je crois que le défi a été bien relevé et a été bien dit. Il faudrait que nous comprenions simplement que si on n'est pas capable de donner à ce pays, si on n'est pas dans une posture où on peut donner quelque chose à ce Cameroun, vous voyez, et nous avons une facilité, nous francophones, de nous attaquer bizarrement à tous les leaders. On s'attaque, hier c'était tel, aujourd'hui c'est tel. On voit comment on est en train aujourd'hui de livrer et de taper sur le brave combattant Célestin Jamen. Qui est plus courageux que lui? Qui est plus courageux que lui? Lui qui a pris sur lui les balles, lui qui allait en prison. Faisons attention. On est en train de s'oublier et on est en train de tuer par là même notre combat. Il y a un seul leader qui donne la direction du combat. C'est la coalition gagnante par le biais du président élu, son excellence Maurice Kamto. C'est lui seul. Donc si quelqu'un, membre de la coalition, se lève pour dire quelque chose, écoutez avec véhémence. Quels sont ces gens qui ne savent pas accepter la critique? Vous connaissez ce qu'on appelle l'esprit de critique? Ou bien l'esprit critique? Pourquoi la critique est si difficile? Pourquoi on ne peut pas vous dire que vous avez mal fait? Pourquoi on n'est pas prêt que
ici on a mal fait, là-bas on a posé un acte qui n'est pas sérieux, il faut qu'on se rende à l'évidence et qu'on se dise que ici là même, nous devons accepter cela. Que oui, nous avons peut-être posé cet acte, peut-être on pensait faire ceci, peut-être on pensait faire cela, mais c'était une erreur, c'est une grossière erreur. C'est un acte isolé, c'est un acte vraiment, je vous le dis sincèrement, c'est des actes isolés et ça n'est pas le combat. Pourquoi c'est des actes isolés? C'est des actes isolés parce que si on avait pensé un temps soit peu à la trajectoire, si on s'était même instruit de l'histoire du Cameroun, on n'allait pas poser cet acte pour le comparer en prenant peut-être le drapeau camerounais ou bien un drapeau à 2 ou 3 ou 10 étoiles pour dire que voici le vrai drapeau que nous voulons. Le problème du Cameroun n'est pas dans le drapeau. Si vous n'avez rien à offrir à ce pays, si vous ne pouvez pas prendre le vert ou jaune comme sacrificiel, comme quelque chose de fondamental, comme une valeur sûre, vous savez, notre problème c'est quoi? Notre problème c'est que, puisque nous n'avons jamais porté notre pays, nous croyons que personne ne doit ou bien personne ne doit. Le vert ou jaune représente beaucoup pour tout le monde, pour beaucoup parmi nous. Moi-même, de ma témérité, aussi dur que je sois, je ne peux pas me remettre dans cette astuce, dans cette posture où je vais prendre le drapeau de mon pays pour en faire du n'importe quoi. Il faut comprendre bien l'histoire. Le vert ou jaune, c'est une histoire de cœur, c'est une histoire de passion. J'ai entendu des gens aujourd'hui dire que ce n'est qu'un morceau de tissu. Ah, ce n'est qu'un morceau de tissu qui a été piétiné et des services secrets vous ont appelé. Maintenant, ce même morceau de tissu est déchiré et subitement, ce n'est qu'un morceau de tissu. Ce même morceau de tissu est brûlé, ce n'est qu'un morceau de tissu. Ce même morceau de tissu est froissé, ce n'est qu'un morceau de tissu. Il faut arrêter la mesquinerie. Il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Je vous ai toujours dit, et nous allons toujours le faire, quand on ne peut pas, quand on ne connaît pas, acceptons de nous asseoir et d'être éduqués. Je le dis toujours, ne sortons pas pour vomir des diarrhées. Ne sortons pas pour dire des inepties. Écoutons, instruisons-nous d'abord. Donc prendre même ces choses que nous faisons et prendre croire. Je dis croire bien. Croire aujourd'hui que la solution du Cameroun passe par le drapeau à 2 étoiles, c'est de la fourberie. Nous l'avons démontré que le drapeau à 2 étoiles est une invention de la France. La France s'est mariée avec l'Angleterre pour faire quitter le Cameroun anglophone qui était démocratique, qui vivait dans un pays direct où l'administration était directe, c'est-à-dire on consultait les habitants. Les gens, je rappelle aux uns que ceux qui vivaient sous le Cameroun francophone pouvaient aller dans le Cameroun anglophone, fuir les exactions, fuir et aller demander même l'exil. C'était puissant. Le Cameroun anglophone n'avait aucun problème. Vous croyez que c'est de la folie que le Cameroun anglophone qui n'avait aucun problème, qui était sous administration directe, vienne faire un référendum pour venir entrer dans la dictature et le parti unique? Vous croyez que c'est normal? Mais les gars l'ont fait avec le bon cœur. Mais c'était de la filouterie de la France et de l'Angleterre pour tuer les mouvements indépendantistes, pour tuer tous les révolutionnaires, pour tuer le combat de Oumniobé, pour tuer le combat d'Ernest Wandier, pour tuer le combat de Ndetou Maza. C'est de ça qu'il est question. Voilà la véritable histoire de notre pays, dont le drapeau à 2 étoiles n'est en rien symbolique de la libération du Cameroun. Le drapeau à 2 étoiles ne représente en rien la libération. Au contraire, le drapeau à 2 étoiles, c'est la trahison même de la nation camerounaise. Le drapeau à 2 étoiles est le bannissement, c'est-à-dire est l'acte même le plus puissant que la France ait posé en mariage avec l'Angleterre pour tuer le nationalisme camerounais, pour tuer l'idée d'un Cameroun uni. Donc rentrer à ce drapeau-là, c'est en fait épouser la déontologie de la France qui voulait que le Cameroun uni n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'il fallait toujours symboliser que le Cameroun est divisé. Donc le drapeau à 2 étoiles n'a jamais été une solution. Ernest Wandier, Ndetou Maza, tous les nationalistes, Ruben Oumniobé, les gars ont lutté pas pour les drapeaux à 2 étoiles. Ils voulaient un Cameroun uni. Un Cameroun qui n'a même pas d'étoile, qui n'a rien. C'était le vrai Cameroun d'abord. C'est pour ça qu'ils demandaient d'abord que le Cameroun soit uni d'abord et qu'on accède à l'indépendance ensuite. Les gars ne voulaient pas parce que la division est venue du Cameroun francophone et anglophone. C'est là où la division a commencé. Donc si aujourd'hui vous pensez que la solution, si aujourd'hui nous pensons que la solution du Cameroun passe par le drapeau à 2 étoiles, on n'a rien compris de l'histoire. On n'a rien compris de l'histoire. C'est qu'on est en train de se taper, de se tirer une balle dans la tête. Revisiter l'histoire. Revisitons l'histoire de notre pays. C'est là, c'est écrit pour tout le monde. Il faut bien comprendre l'histoire. Le drapeau à 2 étoiles, c'est la mort du Cameroun. Le drapeau à 2 étoiles, c'est la trahison. C'est l'invention de la France la plus spectaculaire pour tuer Ernest Wandier, tuer Ndetou Maza, tuer le combat de Oumniobé, tuer le combat de tous ces nationalistes-là. C'est ça même. On ne saurait jamais, si on est un peu réfléchi, s'appuyer sur le drapeau à 2 étoiles pour penser que le Cameroun a besoin d'être libre.
C'est de ça qu'il est question. Il faut comprendre les faits historiques. Il faut comprendre l'histoire. Et je le dis toujours, il faut qu'on accepte de se délivrer de ce sida dont on est atteint. Ce sida, c'est quoi? C'est le syndrome d'ignorance, démoniaquement acquise. C'est ce syndrome d'ignorance-là qui nous tue et qui nous fait croire que nous connaissons alors que nous ne connaissons pas. Nous ne connaissons pas, je le dis toujours, et je le dis par ironie. Il faut accepter d'apprendre. Il faut accepter de comprendre et de faire ce qui est bien pour la nation camerounaise. Il ne s'agit pas ici de taper sur X ou sur Y, mais il s'agit de dire la vérité au peuple camerounais. Il s'agit de libérer les consciences. Les gens malheureusement choisissent de rester ignorants. Les gens malheureusement choisissent de rester dans la caverne. Les gens malheureusement choisissent de rester dans le trou. Mais nous n'y pouvons rien. Mais nous sommes obligés d'apporter la lumière. Nous sommes obligés d'apporter la lumière parce que le président élu a donné une directive. Le président élu, son excellence Maurice Kamto, a donné le fil. Deuxième chose, si nous étions dans l'optique même de l'obéissance même, nous allions comprendre que le monde tel que nous le vivons est le monde, c'est-à-dire le combat que nous menons aujourd'hui et que nous vivons est quelque chose d'assez fort. D'assez fort, pourquoi? D'assez fort parce que, quel que soit ce que nous faisons, quelle que soit la dynamique dans laquelle nous sommes, nous devons comprendre que le président élu a fixé un cap. Et le cap et les efforts de la trajectoire aujourd'hui sont rivés vers le 1er février. Le 1er février, c'est le moment où, plus que jamais, nous allons accepter de nous fondre à la masse pour accepter, accueillir notre président élu. Oui, allô? Oui, nous avons comme ça un combattant, un stratège qui va essayer d'intervenir rapidement avant de boucler. Oui, nous t'écoutons, le peuple t'écoute. Oui, je voudrais revenir sur l'histoire du Cameroun que tu as si bien expliqué pour faire comprendre une chose au peuple. Oui. Une chose qui est fondamentale parce que les gens tentent de s'amuser avec l'histoire du Cameroun. Je vais expliquer une chose fondamentale. Le drapeau à 2 étoiles, les anglophones vont faire un référendum pour venir vers le Cameroun francophone en 61. Il faut bien comprendre la 61. Et en 61, donc, il y a le drapeau à 2 étoiles. Pourtant, c'est en 60 que Ernest Ouandji prend la tête de l'UPC, en 60, puisque Moumi vient de mourir. Ernest Ouandji prend la tête en 60 et il meurt en 71. Ça veut dire que Ernest Ouandji fait 11 ans de combat, 11 ans de guerre. Donc, ce qui se passe de façon symbolique, c'est quoi? C'est que lorsque les anglophones viennent s'unir au Cameroun, la guerre de Ouandji, qu'on est en train de fêter, je vais dire qu'on pleure, la guerre de Ouandji dure encore 11 ans. La guerre en pays américain est encore, bat encore son plein. La guerre dans le Mungo bat son plein. La guerre en pays Bassa bat son plein. Donc, le drapeau à 2 étoiles, c'est le drapeau même, comme tu l'as expliqué, du traumatisme camerounais. Il y a une autre remarque qu'on va faire. Lorsque les nationalistes camerounais de l'UPC font la guerre contre la France au tout début, avant la mort de Ruben Oumniobé, ils ont la capacité de s'exiler du côté anglophone qui était déjà dans son territoire avec ses propres lois. C'était un territoire anglais. Donc les Français et Aïdjo ne pouvaient pas poursuivre les nationalistes dans le territoire anglais. Les anglophones réussissaient à cacher les UPCistes et à leur permettre de s'exiler en Guinée, Conakry, chez Sékou Touré et au Ghana. La France ne pouvait pas, lorsque c'est un territoire étranger, poursuivre les nationalistes de l'autre côté. Donc, le côté anglophone était donc un endroit où on pouvait se cacher, reprendre des forces et revenir combattre Aïdjo. C'est très important. Mais la France va réfléchir. Elle comprend que pour gagner la guerre, il faut corrompre la classe politique anglophone. Mais le peuple anglophone ne le sait pas. Ils vont voter par amour pour revenir rencontrer leurs frères. Une fois que le côté anglophone rejoint le côté francophone dans le parti unique, ça veut dire qu'on quitte de la démocratie pour venir dans le parti unique qui est la dictature. Il faut bien comprendre ça. Comment est-ce qu'on fait pour faire? On fait un référendum pour venir dans le parti unique. C'est là où ils ont été trompés. Et donc, une fois que le côté anglophone se réunit au côté francophone, ce n'est plus un territoire étranger, c'est un seul territoire. Les nationalistes ne peuvent plus fuir en passant par l'autre rive du Mungo. Et la guerre qui était du côté francophone va même aussi partir du côté anglophone, puisqu'il y aura des guerres en plein sud-ouest dans les zones comme Tombelle. On tue les gens là-bas. Ce qui veut dire donc que la France, en faisant
l'État fédéral de 2 étoiles en 61 empêche les gens de pouvoir aller du côté anglophone, se cacher ou alors quitter le Cameroun à partir de là ou partir. Voilà, la fin de la guerre commence lorsque il y aura donc cette unification-là. C'est là où la guerre même du Cameroun et la fin de la guerre contre le nationalisme commence. Il faut bien comprendre cela, général. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur. Merci encore pour l'éclairage que vous nous apportez. Donc, je vais rappeler comme ça, il faut rappeler comme ça que c'est un éminent enseignant de l'histoire du Cameroun. Donc, il a voulu comme ça se joindre à nous pour essayer d'éclairer encore la lanterne du peuple camerounais sur certains aspects. Et c'est très important de le comprendre, c'est très important de le savoir parce que nous menons un combat sérieux. Nous menons un combat pour lequel nous avons engagé nos vies. Nous menons un combat pour lequel nous avons engagé notre devenir. Il n'est pas opportun ici de se saisir de certains actes pour pouvoir réclamer ou clamer une quelconque divergence ou bien préférence vis-à-vis de quoi que ce soit. L'acte d'indignation peut être honorable. Mais pourquoi est-ce que l'acte posé peut être justifiable, peut être compréhensible? Mais compte tenu de la trajectoire de l'espace spatio-temporel et de la trajectoire du combat au moment où nous posons de tels actes, ils peuvent s'avérer contre-productifs au combat. C'est de ça qu'il est question. Parce que nous sommes dans le combat actuellement est centré et orienté vers une mouvance où nous attendons le président élu, où nous sommes, toutes nos énergies sont focalisées dans l'attente du président élu. Les énergies, la concentration doit se poser exactement pour le 1er octobre, pour le 1er février. C'est de ça qu'il est question. Imaginez-vous un seul instant que, en attendant le président élu, nous décidons de prendre les ambassades maintenant. L'acte héroïque de prendre les ambassades, qui a été salué hier, ne sera pas salué aujourd'hui, parce qu'il est contre-productif pour le combat. Parce que prendre les ambassades aujourd'hui, c'est embrigader le président élu, c'est le mettre dans les problèmes. Forcément, on sait que le régime de Yaoundé est de mauvaise foi. Le régime de Yaoundé va profiter sur ça pour tirer sur lui, pour taper sur lui, pour peut-être même retirer son passeport, pour peut-être même l'empêcher de venir. C'est de ça qu'il est question. Il faut que les gens acceptent d'être parfois un peu intelligents. Acceptons d'être délivrés de l'ignorance. Je le dis toujours, acceptons de nous délivrer de certaines ignorances. Parce que c'est ça le problème. Et l'homme éduqué, l'homme instruit commence là où il y a une certaine autocritique, où il y a une certaine acceptation de la critique de soi, de l'autocritique. C'est-à-dire on peut se questionner. C'est là où l'esprit philosophique commence, le questionnement. Et c'est pour ça qu'on dit toujours qu'en philosophie, les questions sont plus intéressantes que les réponses. Parce qu'à partir du moment où on peut se questionner, à partir du moment où on peut s'interroger, c'est là où on commence à accéder à la connaissance. C'est là où on commence à la libération de soi. C'est là où on commence à se libérer soi-même. C'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qu'il faut comprendre ici. Donc, si nous posions un acte de prendre les ambassades aujourd'hui, par exemple, c'est un acte louable qui a été loué hier. Mais c'est un acte qui sera condamné aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il n'obéit pas à la trajectoire du combat que nous visons. Quelle est la trajectoire du combat aujourd'hui? La trajectoire du combat aujourd'hui, c'est l'orientation de tous vers le 1er février. Il est hors de question de poser des actes qui tentent de nous faire mettre au devant de la scène ou bien de nous faire croire que nous pouvons faire brandir quoi que ce soit. Tout est censé être dans la mobilisation. Focus à la mobilisation pour le 1er février. Parce que le 1er février va se passer quelque chose d'historique. Qu'on le veuille ou pas. Le 1er février, le président élu, son Excellence Maurice Kamto, vient à Paris, dans le pays du général de Gaulle, où le général de Gaulle lui-même était allé en Angleterre, appelé à la libération de la France, lorsque le Vichy avait été prise. Donc le général de Gaulle était en Angleterre, où il a appelé à la libération de la France. Le président élu prononcera à Paris le discours de la libération du Cameroun sur le sol de la terre même de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Ce bleu, blanc, rouge, c'est là où il faut frapper. C'est là où la pierre doit être frappée. La pierre doit être frappée parce que c'est de là que tout va se jouer. C'est à Paris que nous allons sonner le glas du joug et de la dictature française sur le Cameroun. Et une seule personne est capable de le faire. Une seule personne est apte à le faire. Une seule personne remplit les conditions pour le faire. Une seule personne est la personne légale pour le faire. Une seule personne peut le faire, une seule personne va le faire, une seule personne répond à toutes les exigences pour le faire. C'est la personne du président élu.
Il est hors de question que focaliser à cette dynamique. Il est hors de question que pencher sur cette dynamique. Il est hors de question que orienter vers cette mouvance. Il est hors de question que déterminer à atteindre et à voir accomplir un tel acte. Nous continuons, nous essayons de distraire le peuple et de distraire le combat, de distraire la révolution. C'est hors de question. Nos égos ne valent rien. Nous ne sommes rien derrière la libération du Cameroun. Nous ne sommes absolument rien. Il faudrait que nous acceptions cela et que nous acceptions que la libération du Cameroun passe par la libération exactement de l'affranchissement du joug français. C'est tout. Et le président élu le 1er février va prononcer un discours historique. Le discours de Paris, le 1er février, entrera dans les annales. Entrera dans les annales. Entrera dans les annales. C'est de ça qu'il est question. Nous allons tout faire pour orienter, pour accompagner cet homme, pour accompagner cette éminence. Parce que quelque chose va être fait et quelque chose sera fait. Qu'on le veuille ou pas. Qu'on tape sur qui que ce soit. Nous ne sommes pas entrés dans ce combat. Je le dis toujours. Ce combat nous a vu. Nous sommes sortis dans ce combat. Il y a des gens qui sont sortis de l'anonymat hier, mais qui essayent de se tromper une vie en croyant que non, là où ils étaient là où ils étaient dans des différents pays, où ils étaient en demandant des papiers. Vous dites que oui, vous ne pouviez pas rentrer au Cameroun. Comment vous saviez même qu'on vous a même expatrié du Cameroun, qu'on ne peut plus vous accepter au Cameroun, quand vous-même, vous ne pouvez même pas encore rentrer vous-même, parce que n'ayant même pas la possibilité légale pour rentrer. Il faut rester tranquille et accepter que ce combat que nous menons aujourd'hui, qui est né à Berlin le 20 octobre, va se terminer à Etoudi. Ça va se terminer à Etoudi. Et il y a eu un mouvement, il y a eu de la coalition gagnante qui a gagné et remporté les élections et pour laquelle nous n'allons pas abdiquer. Nous n'allons pas abdiquer, aucunement pas. Aucunement pas. Nous allons continuer de nous aligner derrière le président élu, son Excellence Maurice Kamto. Nous allons continuer de le soutenir jusqu'à ce que la trajectoire finale, jusqu'à ce que la victoire finale soit acquise. C'est tout. Personne ne pourra distraire le peuple. Personne ne pourra tuer ce combat. On connaît tous les pro-transitionnaires. On connaît tout. L'histoire est là et elle parle par elle-même. On connaît tous ceux qui, à un moment donné, ont voulu la transition. Tous ceux qui ont voulu le grand dialogue national. Tous ceux qui ont voulu l'intronisation ou bien je ne sais pas trop quoi, comment ils ont appelé ça. Mais ça ne peut pas passer. Aujourd'hui, il faut encore tuer la mouvance du président élu. Il faut tuer le génie du 1er février pour tromper et amener le peuple vers une autre guerre, vers une autre bataille. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Il y a le gendarme de la révolution. Corps est toujours là pour dire aux gens, dire au peuple ce qu'il faut faire à un moment donné. Il y a le gendarme de la révolution. Il y a des gens qui croient encore en ce combat. Il y a des brigades anti-Sardina, que ce soit la brigade anti-Sardina jaune de l'Allemagne, dont je suis le leader, que ce soit la brigade anti-Sardina grise de Kamoa la Panthère, que ce soit des mouvements comme le CCD du général Wanto, que ce soit des mouvements comme Corps, que ce soit des mouvements comme la brigade anti-Sardina du Canada, tous les autres pays, nous sommes focalisés vers un objectif. Et réunis au sein du BFR, nous voulons dire ici que le Bureau fédéral de la Révolution ne tolérera pas une telle ineptie. Ça ne peut plus passer. Ça ne peut plus passer. Après tant d'années de distraction, après tant de mois de distraction, après tant de moments où vous avez préféré distraire le peuple camerounais, amener le peuple camerounais à des choses inutiles, on ne peut plus laisser faire. On ne peut plus laisser faire. Pourquoi? Parce que la focalisation est vers le président élu. Il y a eu des distractions. Il y a eu des distractions, de l'argent cotisé et enterré. Des choses faites partout, on laisse faire. Mais maintenant, ça ne passera plus. Allez avec ce que vous avez déjà pris. Partez avec ça. Même si vous avez reçu n'importe quoi comme mandat, comme ordre de faire quoi que ce soit. Si vous voulez partir, partez. Mais laissez-nous avec le combat que nous avons commencé. Ce combat qui est né le 20 octobre en Allemagne par la marche historique de Berlin va s'achever à Etoudi par la chute du tyran. Que vous le vouliez ou non, avec ou sans vous, nous allons continuer la lutte. La lutte est là et nous sommes engagés là-dedans. Et nous risquons beaucoup, nous perdons beaucoup, nous ne nous nourrissons pas de la lutte. Nous avons tout intérêt que la lutte finisse le plus tôt parce que c'est nous qui perdons. C'est nous qui investissons dans cette lutte. C'est nous qui investissons énormément même, énormément dans ce combat. Il y en a qui préfèrent que la lutte reste toujours parce que ce sont eux qui vivent de cette lutte. Ce sont eux qui vivent de ce combat. On ne peut pas tolérer ça. On ne va pas laisser ça. On ne va pas vous laisser distraire le combat tous les jours, tout le temps, tout le temps. Ça ne peut pas continuer comme ça. Et il faut que le peuple comprenne enfin que la trajectoire est divisible. C'est de ça qu'il est question.
Donc, nous allons continuer de mener ce combat. Et une seule date, une seule adresse, le 20, le 12, le 11 et le 12 janvier. Nous sommes tous à Namur la semaine prochaine. Dès vendredi, déjà le 10, nous sommes à Namur pour une rencontre historique. Pour une rencontre historique où nous allons écrire les derniers chapitres de la dictature du tyran. C'est très important. C'est très important, le rendez-vous historique de Namur. Namur va écrire la fin de la trajectoire de Biya. Et je vais donner un big up solennel aux combattants Célestin Djamène. Vous qui êtes sur Facebook là, moi je ris toujours. Il y a beaucoup de suiveurs sur Facebook qui tuent ce combat. Qui tuent ce combat. Ahmed A, je te salue, brave combattant. Donc, arrêtez de tromper les gens. Arrêtez de tromper. Quand on sort pour les marches, on ne vous voit pas. Quand on sort, on ne vous voit pas. Vous êtes seulement là pour la distraction. Venez continuer à distraire vos gens. Mais le combat-ci, qui est né à Berlin, nous allons l'achever à Etoudi. Avec ou sans vous, nous allons l'achever. Avec ou sans vous, nous allons l'achever. Parce que s'il faut seulement vous écouter, allez d'abord vous délivrer. Moi, j'ai dit simplement, il y a d'abord parmi nous ce syndrome d'ignorance. Ce syndrome d'ignorance nous tue énormément. On croit que c'est parce qu'on est... il faut sortir pour des marches de contestation. Et laisser ceux qui ont le crack et la pugnacité, ceux qui ont l'audace et le courage, parler. Parler pour la libération et parler de la libération du Cameroun. Il faut qu'on soit sérieux. Et à un moment donné, il faut attraper son destin en main. À un moment donné, il faut être sérieux soi-même. Donc c'est de ça qu'il est question. Nous continuons cette lutte et nous avons besoin de tout le monde, des efforts conjugués de tout le monde, de tout le peuple. Et nous allons réussir ce combat. Ce combat tire à sa fin. Parce que le tyran est à terre. Le tyran souffre. Je veux saluer comme ça le Bureau fédéral de la Révolution. Je veux saluer comme ça son leader, le général Robert Wanto. Je veux saluer tout le bureau, le coordinateur de cette révolution. Je veux saluer tous les activistes. Je veux saluer tout le président élu et tout le monde entier de la révolution. Tous ceux-là qui pensent à nous. Tous ceux-là qui croient que nous avons les clés pour la libération du Cameroun. Je ne saurais arrêter ce live sans saluer Free Marshall. Celui-là même qui a conquis la terre du Lébialem pour la cause. C'est-à-dire celui-là même qui est en train de poser les jalons de la chute du tyran au niveau de l'Ibialem et dans le Cameroun tout entier. D'abord le Cameroun anglophone et ensuite, qui sait, le Cameroun francophone. Merci encore pour le temps que vous nous avez consacré. Merci pour le temps que vous nous avez écouté. Merci pour le temps que vous nous avez consacré. C'était comme ça un moment de restructuration, de recadrage. Nous retenons les grands axes de ce mouvement. Je veux saluer comme ça le général Niat Barano. Tu es un brave combattant. Félicitations pour tout le travail que tu as battu du côté de la Belgique. Donc je vais recadrer comme ça les uns et les autres. Il s'agit pour nous de comprendre et de savoir que ce live avait plusieurs axes. D'abord, nous avons visité, premièrement, l'histoire même du Cameroun. Nous avons vu le combat des pères fondateurs du Cameroun. Les pères fondateurs du Cameroun, ceux-là même qui se sont battus pour l'indépendance. Nous avons compris qu'au travers des différents drapeaux successifs, aujourd'hui, tronquer le drapeau du Cameroun avec une étoile pour le drapeau du Cameroun avec 2 étoiles est une ignorance. Ça, c'est clair. Il a été établi et arrêté et démontré ici que c'est une ignorance de croire que c'est le drapeau à 2 étoiles qui libère le Cameroun. Kamer Kodia, le brave, l'intrépide communicateur du BFR. Salut. Donc, il est aujourd'hui impossible de croire que c'est le drapeau à 2 étoiles qui libère le Cameroun. Non. Arrêtons ça, arrêtons cette stupidité. Moi, j'ai appelé ça le syndrome. Ceux qui le pensent, vous avez besoin d'être délivré du sida intellectuel. C'est-à-dire ce syndrome d'ignorance démoniaquement acquise ou bien déficitement acquise. C'est tout. Appelons ça syndrome d'ignorance déficitement acquis. Donc, c'est ça. C'est absurde de croire que c'est le drapeau à 2 étoiles qui est la solution. Non, nous l'avons démontré que le drapeau à 2 étoiles est le piège même du Cameroun. C'est même là la première, là où la sorcellerie du Cameroun s'est installée. Donc il faut oublier ça, il faut arrêter ça, il faut sortir de ce joug. Ne brandissez plus ce drapeau à 2 étoiles, ce n'est pas le nombre d'étoiles qui libère. Il faut rentrer à la lutte des pères fondateurs. Même si on met le drapeau à 2 étoiles aujourd'hui, à 10 étoiles, ça n'arrange rien au problème du Cameroun. Ça n'arrange rien, ça n'arrange rien, on le dit. Et tout acte
posé par un combattant qui se veut un acte révolutionnaire doit s'inscrire dans l'espace, le temps et dans la trajectoire du combat que nous menons. C'est très important. Aujourd'hui, nous avons compris avec tous les arguments à la clé que la trajectoire du combat, si on avait suivi le discours du président élu le 1er janvier, si on avait suivi son intervention le 31 décembre, autant pour moi, on ne serait pas amené à poser de tels actes parce que ça va en contradiction totale avec ce qu'il a prôné, avec ce qu'il a dit. Nous sommes dans un principe de zéro élection. Nous sommes sur la dynamique de comment boycotter les élections. Donc, cette histoire ne nous aide pas à avancer. On devrait plutôt s'asseoir et réfléchir sur les stratégies. Comment boycotter les élections? Comment taper sur le régime de Yaoundé pour qu'il n'y ait pas élection partout au Cameroun? Donc, si on avait suivi le discours du président élu, sincèrement, le 31 décembre, on ne serait pas amené à poser. Et ceux même qui avaient écouté, si les gens même qui nous suivent avaient écouté ce discours, ils ne seraient pas en train de nous supporter dans une telle bêtise. C'est un acte isolé. Et ce genre d'acte est un acte désespéré. Moi, je le dis encore, c'est un acte désespéré. Ça peut cacher plusieurs autres mobiles. Ça peut cacher une certaine frustration. Ça peut cacher une certaine quête de reconnaissance. Ça peut cacher une certaine envie de reconnaissance ou de quoi que ce soit. Mais nous ne devons pas mélanger les choses. Nous sommes dans la dynamique où nous obéissons au président élu. Nous sommes dans la dynamique où maintenant, il faut être intelligent. Et je le dis toujours, il faut être très intelligent. À l'heure actuelle, nous connaissons le régime intrépide de Yaoundé. Nous devons être suffisamment intelligents pour éviter à cet homme des pièges, pour éviter à cet homme une quelconque embuscade. Parce que tout acte que nous posons peut être facilement répertorié sur lui. Nous avons cassé les ambassades sans même le connaître. On l'a attribué ça à cet homme. Maintenant, nous posons encore des actes qui peuvent l'amener à la condamnation. Qu'est-ce que nous voulons au juste? Nous voulons qu'on le condamne pour que nous recommencions nos quêtes? Donc il est mieux qu'ils soient en prison et que nous fassions les litchis? C'est ce que nous voulons dire au peuple? C'est de ça qu'il est question? Nous voulons qu'ils soient encore arrêtés pour que nous relançons sur la toile encore des quêtes de reconnaissance ou de quoi que ce soit. Surtout que ces sommes que nous récoltons disparaissent au fur et à mesure. Il faut qu'on arrête un peu cette mascarade. Il faut qu'on arrête un peu cette bassesse. Le peuple souffre. Le Cameroun souffre. La nation souffre. Le 237 est en péril et en danger. Et nous l'avons dit, nous nous donnons cette année comme étant l'année de l'achèvement du tyran. Coûte que coûte, Biya sera traqué et Biya sera descendu cette année. Il tombera de son piédestal et la nation sera libre. Que Dieu bénisse le Cameroun, que Dieu bénisse la révolution camerounaise, que Dieu bénisse le mouvement corps qui est le gendarme de cette révolution et qui va toujours jouer son rôle jusqu'à ce que la victoire finale soit établie à Etoudi. Que Dieu bénisse le bureau fédéral de la révolution, les leaders, le bureau dans son ensemble et tous ceux qui œuvrent pour le travail. Je ne saurais arrêter ce live sans saluer la dynamique de nos combattants des États-Unis. Je vais saluer comme ça le général Ludovic et la générale Micheline Ewang, sans compter les autres combattants, Jérémy et tout le reste. Vous avez notre soutien, vous avez notre effervescence. Merci encore pour le travail remarquable que vous abattez du côté des États-Unis. Travail de sensibilisation, travail de reconnaissance, travail de mobilisation. Nous continuons la dynamique et que Dieu bénisse la révolution camerounaise. Tous focus au 1er février. C'est la date historique. Ne cédons pas à la distraction. Ne cédons pas à l'ignominie. Ne cédons pas au racontage. Ne nous laissons pas intimider. D'abord, il n'y a personne qui peut intimider les leaders que nous sommes. Il n'y a personne qui peut intimider un révolutionnaire. Nous continuons le combat. Nous sommes focus à cela et nous allons avoir la victoire finale. Coûte que coûte. Cette année 2020 a été scellée sous le sceau de l'année de l'accomplissement. L'accomplissement dans toute la lutte que nous menons. Merci encore et que Dieu bénisse tout le monde. Merci pour tous ceux qui nous ont prêté une oreille attentive. Merci pour la redynamisation du combat. Tous focus au 1er février à la rencontre terrible et dangereuse du seul président que nous avons, le président élu son Excellence Maurice Kamto. C'est de ça qu'il est question. Merci encore.